Donc, plus de légumes par heure investie avec les nouveautés chez Orisha. Donc, on commence. Good, ça marche. Cool. Fait que l'ordre du jour aujourd'hui, parler de l'objectif, de qu'est-ce qu'on vise de faire avec l'assistant Orisha. Donc, quand on développe, c'est quoi qu'on vise de faire, puis qu'est-ce que vous pouvez espérer tirer de cet outil-là. Fait que premier point. Deuxième point, les nouveautés. Fait que je vais passer rapidement, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté au niveau de fonctionnalité, produit, prix. Puis je vais faire, le gros de la présentation va être autour d'une présentation des fonctionnalités dans l'application. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas le système, ils vont pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Puis pour essayer de rendre ça intéressant, puis pas juste une liste de fonctionnalités, je vais essayer de prendre des cas que vous pouvez avoir là, sur vos fermes pour représenter ça. Comment on contrôle ça dans l'application. Après ça, je vais juste parler rapidement des développements futurs. Nous, on aime ça vous entendre sur qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour savoir comment s'orienter pour les prochains développements qu'on fait. Puis, il y a des idées qui sont un peu plus pétées, un peu plus loin, et des idées qui sont plus concrètes. Fait que je la mentionne un peu, puis à la fin, c'est une période de questions puis d'échanges. Fait que si vous voulez partager qu'est-ce qui est intéressant pour vous en même temps, c'est un bon moment pour le faire. Juste vous dire tout de suite, souvent c'est une question qui ressort. L'enregistrement va être disponible après. On va vous l'envoyer par courriel. Puis le PDF aussi de la présentation, fait que ça peut vous éviter de prendre des notes, tant mieux. Puis finalement, tout de suite, je vous dis, si vous avez des points que vous dites, ça pourrait être amélioré, ça rendrait la présentation plus intéressante, on est super intéressé à avoir vos commentaires pour pouvoir s'améliorer pour le futur. Donc, on commence avec des chiffres que j'ai vu passer sur la RJME récemment dans les discussions sur les salaires qui sont assez frappants là, au niveau de la rentabilité des fermes. Puis, dans ce contexte-là, c'était pour le savoir comment est-ce qu'on peut se permettre de payer des employés sur la ferme. Puis, moi, ça m'a quand même frappé de voir là, que les entreprises sur les fermes, on trouve à peu près 24-25 $ de revenus par heure travaillée. Puis, pour ce qui est du coût des employés, mais c'est autour, avec toutes les charges et tout, c'est autour de 20 $ par heure travaillée. Fait qu'on voit qu'il n'y a vraiment pas une grosse marge, là. Puis, ce qui est intéressant avec les serres, avec l'automatisation, tout ça, c'est qu'on est capable d'aller creuser la différence entre les deux pour être capable de dégager le plus de profit possible ou être le moins serré possible au final pour avoir la meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est un peu un point qui est au centre de qu'est-ce qu'on fait parce que le but, c'est justement ça, de ressortir le plus de légumes. C'est un peu de la présentation, ça donne. Le plus de légumes, le plus de rendement, le plus de revenus par heure qu'on travaille. Fait qu'autant pour notre qualité de vie que pour la rentabilité quand il vient le temps de gérer les employés. Donc, avec Orisha, nous, les objectifs qu'on essaie d'atteindre, qu'on essaie de repousser, les limites qu'on essaie de repousser pour vous aider, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut sauver le plus de temps possible, comment est-ce qu'on peut réduire les coûts d'énergie, parce que ça reste quand même 30% des coûts dans la serre, puis comment est-ce qu'avec tout le contrôle et la précision qu'on peut aller chercher, on peut produire plus de légumes, on peut avoir des plus grands rendements. Puis, pour vous donner une idée, là, je l'avais parlé au dernier webinaire, pour les tomates, on voit à peu près un range là, de productivité par mètre carré de 18 à 35 kg. Fait qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux. Puis, si on a une serre complète de tomates, ça représente autour de 45 000 $ de tomates. Donc, la précision, puis toute l'augmentation, toute la gestion de conditions optimales est très importante dans la serre. Puis finalement, un autre point que j'ai rajouté, c'est la qualité de vie. On sait que sur une ferme, ça travaille fort, les journées peuvent être longues, puis le stress aussi peut être là. Donc, comment est-ce qu'on peut aider à réduire ce stress-là? Puis idéalement, le nombre d'heures mis là-dedans. Donc, en commençant, là, je voulais remercier tous les premiers clients qui nous ont fait confiance à nos débuts. Ça fait déjà quelques années. J'en parle ici parce que la plupart de nos premiers clients sont encore à la version 2 d'Orisha. Puis, dans le passé, il y avait un upgrade à faire pour passer à la version 3 qui va avoir les fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui. Mais pour remercier nos clients, on a décidé de mettre tout le monde à la même version, de toutes les ramener à la dernière version pour qu'ils puissent profiter des nouvelles fonctionnalités. Fait que pour la présentation, ça va peut-être être intéressant pour nos clients actuels là, qui ont une ancienne version. On n'a pas de timeline encore, là, mais dans les prochains mois, on va essayer de ramener tout le monde à la dernière version avec les dernières fonctionnalités. Donc,
Je vais passer rapidement les nouvelles fonctionnalités, puis après ça, on va les voir plus dans l'application, comment on les utilise et tout ça. Donc, les nouvelles fonctionnalités, on commence avec les nouveaux capteurs. Donc, dans la dernière année, notre équipe de développement, moi, j'en fais presque plus, mais notre équipe de développement a vraiment gaulé ça. On a sorti plein de nouvelles choses. Donc, rapidement, on a le pyranomètre, qui c'est un capteur d'intensité lumineuse, fait que pour être capable de capter la luminosité. Ensuite de ça, on a sorti un capteur de température, humidité extérieure qui nous avait été demandé quelques fois quand les gens trouvaient que la station météo qui était proche d'eux ne représentait pas très bien le climat qu'il y avait chez eux. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de précision, c'est une nouvelle possibilité d'avoir un capteur de température extérieure. Ensuite de ça, température du sol. Bulbe sec, bulbe humide, qui était très demandé par les agronomes pour avoir plus de précision au niveau de l'humidité. Puis finalement, pour essayer enlever un stress de plus encore puis réduire les risques de problèmes, on a rajouté un deuxième capteur, un capteur de backup dans le fond, dans les sondes, capteurs de température et humidité électronique. Ensuite de ça, le contrôle de la température, le plus grand défi que la température, c'est vraiment au niveau d'éviter, c'est de savoir quelle température on veut dans la serre, mais après ça, c'est comment est-ce qu'on atteint cette température-là de manière efficace en utilisant le moins d'énergie possible. Puis, on a fait beaucoup de travail de ce niveau-là pour avoir un système qui est plus intelligent, qui va apprendre aussi des spécificités de chaque serre, puis des conditions extérieures. Donc, maintenant, dans les prochains mois, on va sortir une version qui va avoir un contrôle, surtout de la ventilation, plus intelligent pour s'adapter, puis limiter les fois où on chauffe, puis après ça, on ventile pour tirer l'énergie qu'on a chauffée dehors, là, pour faire simple. Ensuite de ça, les cibles par moyenne pour simplifier quand on rentre les programmes, puis aussi parce que c'est ça qui est important à la fin de la journée, la moyenne de température pour être capable de bien conduire ces plans. On a définition de sagittaire. Oui, ça, c'est. Il y a de plus en plus de gens qui ont des fournaises 2 stages, des fournaises qui ont comme deux niveaux de puissance, si on veut. Il y en a qui ont plusieurs fournaises, puis de plus en plus, on voit des systèmes de chauffage qui sont basés à l'électricité, puis qui ont plusieurs équipements à contrôler. Donc, on a fait quelque chose pour ça. Durée du ramping, fait que pour les transitions, une demande de Danny, c'est ici. Les programmes de température avancée, demande de Sébastien, je vais vous présenter ça tantôt. Pour le contrôle de l'humidité, là, on a ajouté le contrôle des HAF pour réduire le stress sur les plants quand c'est trop sec. Ensuite de ça, la gestion de l'humidité, la déshumidification en temps de canicule qui nous avait été demandée par Danny et Sébastien Climax. On a fait des changements à ce niveau-là pour éliminer les maladies qui se développaient quand il faisait trop chaud. Puis finalement, la brumisation qui nous avait été demandée par Yveline, puis Laurence et Donald, je pense. Pour ce qui est de l'irrigation, le plus grand changement au niveau de l'irrigation, c'est le contrôle grâce au pyranomètre, donc au capteur d'intensité lumineuse. Les temps solaires, le but des temps solaires, c'est vraiment de vous éviter d'avoir à changer vos programmes plusieurs fois dans la saison. Fait que pour avoir encore une fois une affaire de moins à penser, pour sauver du temps, pour avoir un truc de moins en tête, on veut baser le plus possible nos programmes sur le soleil, sur le lever et le coucher du soleil, parce que, comme vous le savez tous, là, les plantes, la lumière est vraiment au centre du développement de la plante. Donc, on veut se fier le plus possible là-dessus et non sur l'horloge qui n'impacte pas la plante. Les historiques, là, on a une couple de changements au niveau des historiques, des ajouts qui ont été faits. Je vais vous les présenter tantôt. Là, je ne passerai pas en détail ici. Les alertes et les avertissements, donc suite, qu'est-ce qu'on a vu dans le passé? Des fois, au niveau des piles faibles, des coordonnées géographiques mal configurées, on a mis des avertissements dans l'application pour éviter que ça devienne un problème ou éviter des questionnements. On a rajouté aussi des alertes au niveau des tensiomètres parce que les tensiomètres, on le sait, c'est sensible, c'est capricieux, donc on veut être alerté si jamais il y a un mauvais contact avec le sol ou quelque chose comme ça. Puis ça peut aussi être utilisé, là, il y a plusieurs fois, on a entendu des histoires de personnes qui avaient eu des problèmes avec des systèmes d'irrigation, qui a eu une fuite ou il y a un goutte à goutte qui a pété ou quelque chose comme ça, puis ça faisait qu'on inondait
au final la serre à cause de ça. Donc, le tensiomètre peut être utilisé pour détecter s'il y a un problème avec le système d'irrigation. Puis finalement, j'ai mis en gras la surveillance proactive, ça, dans les 2 dernières années, je dirais, là, mais encore plus dans la dernière année, nous, de notre côté, on met plein de checks techniques sur les contrôleurs dans le système. Fait que l'objectif, c'est d'être alerté s'il y a une défaillance, s'il y a quelque chose en premier. Quand c'est des détails techniques que vous ne pouvez pas régler vous-même, on essaie de nous être alertés pour pouvoir les régler avant que ça vous affecte. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dedans. Puis ça, vous ne le voyez pas, mais je le mentionne ici parce qu'il y a beaucoup de... on essaie d'amener le plus de sécurité et le moins de stress possible. Donc, on met beaucoup d'efforts sur ça en arrière aussi. Finalement, ça, il y en a peut-être qui l'ont vu. Là, dans la dernière année, on a développé un outil de dépannage qui est accessible dans l'application. Fait que si vous avez des problèmes de connexion, des fois, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. On essaie de mettre les trucs qui arrivent le plus souvent dans cet outil-là pour vous donner les outils pour régler les problèmes le plus rapidement possible puis avoir le plus de support possible. OK, fait que à quoi ça ressemble tout ça? Je vous avais dit que je présenterais l'application. Donc, on va y aller pour ça. Un gros merci à Charles, mon collègue, qui a redéployé ça en vitesse pour les petits changements que j'avais demandé. Fait qu'on va commencer ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, on va faire une petite présentation rapide de notre menu à gauche. M'assurer 2 secondes. Oui, OK, vous voyez bien cet écran-là. Cool. Donc, dans le menu à gauche, le menu Orisha, qui est la même chose sur téléphone, by the way. On a ici les 3 menus du haut, votre ferme, serre et aide, que ça, c'est pour la ferme au complet. Donc, là, ici, on a la liste de toutes les serres sur la ferme. Puis, le menu en bas ici, bien, ça, c'est vraiment spécifique à la serre qui est sélectionnée ici. Là. Fait que, par exemple, serre 3, bien, ça devient le panneau de contrôle de la serre 3 qui est vide. Fait que selon la serre qu'on choisit, bien, les menus en bas ici sont vraiment spécifiques à cette serre-là. Puis dans la configuration, ça, c'est des trucs qu'on n'utilise pas souvent. Donc, on va commencer. Je vais juste me faire de la place. Ouf, ça va être long. Donc, ici, dans le menu serre, au final, ça donne une vue rapide, comme tous les capteurs, tous les serres sont dans quelles conditions. Donc, si on veut avoir une vue globale, on a ça ici. Puis, c'est là qu'on crée les sections, les zones aussi. Là, je n'efface pas qu'il y ait rien qui accroche dans ma démo. OK. Donc, mettons que vous avez une nouvelle serre. On va l'appeler serre webinaire. On fait juste lui donner un nom. Le nom, c'est pour nous, ça ne change rien. Puis, les sections ici, ça va être pour l'irrigation. Donc, typiquement, là, ce qu'on voit, ça va être, mettons, tomate ou bien planche 2, selon comment votre système d'irrigation est placé. Voyons, planche. Ou bien par légumes. Ça va vraiment selon vos gouttes à gouttes, là, typiquement. Donc, on vient de s'écrire une serre. Fait que là, je me dis, moi, j'ai une serre, j'ai un système d'automatisation, puis premier truc qu'on pense dans la serre, je veux que la température soit optimale. Donc, ça, la température, on sait que on veut que ça suive la luminosité. Donc, une journée ensoleillée, on ne veut pas que ce soit la même température qu'il y a dans la serre qu'une journée nuageuse. Puis ça, pour 2 raisons. La première, bien, moins on chauffe. C'est une journée nuageuse, si on peut moins chauffer, bien, on va sauver de l'énergie. Puis la deuxième raison, c'est si on chauffait autant les journées qui n'ont pas beaucoup de lumière que les journées qui ont beaucoup de lumière, bien, les plants vont étioler. Ils vont manquer de photosynthèse, ils vont manquer de sucre pour croître à la bonne vitesse. Puis si on accélère la plante, le métabolisme de la plante en augmentant la température, ben, on augmente aussi la respiration qui fait, on pourrait dire, qui est comme le contraire de la croissance, là, qui retarde la croissance du plant. Donc, on a besoin d'avoir une température qui suit la lumière. Là, on va commencer par ajouter des appareils à notre serre. Donc, dans la serre, je vais prendre une serre typique. Là, on va avoir une fournaise au propane, le boîtier dans lequel elle va être branchée. Ça, c'est le boîtier Orisha. Ça va être le boîtier 10. Puis, je viens d'entendre un petit truc de chat.
le boîtier 10, puis le numéro du relais, dans le fond, du petit connecteur dans lequel il est branché, c'est le 1. Fait qu'on va faire ajouter comme ça ici. Je vais aller voir. Oui, Jim. Je ne vois pas la présentation. Tu ne vois pas la présentation? Est-ce qu'il y en a d'autres Non. qui ne la voient pas? OK, je vais arrêter de présenter, puis je vais le refaire. On va essayer. Maintenant, est-ce que tu la vois, Jim? Oui, je vois. Merci. Oui, parfait. Bien fait, bien fait de le dire. OK. Donc, comme ça. Donc, on a ajouté une fournaise au propane dans notre serre. On va ajouter aussi une pression positive qui va nous aider à contrôler la température. Pression positive. On va être dans le même boîtier au relais 2. Puis finalement, on va se mettre deux côtés ouvrants. Côté ouvrant, mettons qu'il arrive égal avec la jupette à 20 %. On a compté le temps que ça prend pour ouvrir au complet puis fermer au complet. On va dire que c'est 100 secondes. Puis ça va être dans le boîtier 10 encore. Moteur 1, on a dit que c'était le côté ouvrant. Test. Puis on veut qu'il ferme à partir de 40 km/h. Mais là, on n'a pas de capteur de vent, donc ça ne change rien. Point important que je me permets de répéter, là, vérifier les limites switch. Si vous l'avez déjà fait en début de saison comme maintenant, ça vaut la peine de le revérifier que les limites switch sont bien vissées sur vos moteurs de côté. Limit switch, à quoi ça ressemble? C'est sur les moteurs, c'est ce qu'on voit pas mal partout, là, des moteurs Kinzo comme ça ici. Puis les limit switch, c'est les petites roulettes bleues. Puis il y a une vis dedans. Il faut s'assurer que la vis est bien serrée. C'est ce qui permet que le moteur va arrêter quand le rouleau arrive en haut, fait qu'il ne continuera pas à forcer. Puis ça ne va pas arracher la polythène. Ou si à l'inverse, il n'arrête pas rendu en bas, mais là, il va rouvrir, il va dérouler, puis il va enrouler de l'autre bord. Puis votre côté peut rester ouvert toute la nuit, puis vous allez brûler du propane ou de l'énergie pour rien. Donc, en début de saison, ça vaut la peine. Assurez-vous que ces vis-là sont bien serrées. Gênez-moi pas, vous pouvez arrêter, là, ça m'inquiète un peu l'histoire que Jim ne voyait pas la présentation. Fait que si je vous perds à un moment donné, interrompez-moi. Donc, on va se mettre un petit côté ouest, puis après ça, on va y aller côté ouest. Lui, mettons, la jupette est un petit peu plus basse. Ça prend. Mon unlock. Le même temps à ouvrir, c'est le même boîtier, sauf que là, moteur 2. Puis ça va être le côté ouest. Puis, lui, il est un petit peu plus fragile, on veut qu'il ferme à 30 km/h devant. Encore une fois, on vérifie les limites switch. Bon, fait que là, on a nos appareils pour notre serre. Ensuite de ça, si on veut contrôler ces appareils-là pour avoir la bonne température, on va vouloir avoir un capteur. Ici, l'adresse du capteur est écrite dessus. Puis, quand on l'ajoute, ça va prendre 30 secondes, jusqu'à 30 secondes pour s'afficher. Une fois que ça c'est fait, on veut aller créer un programme de température. Puis là, c'est là que ça devient différent d'autres systèmes. C'est que pour créer un programme de température, ici, au lieu de dire qu'est-ce que les appareils doivent faire, au lieu de dire qu'à tel degré, je veux que la fournaise parte, à tel degré, je veux que ça arrête, même chose pour les côtés, je veux que ça ouvre à tel degré et tout, mais on fait juste dire quel site de température on va avoir. Puis le système, lui, va automatiquement détecter les appareils disponibles, puis il va prendre les bonnes décisions pour ça. Puis ça, c'est super intéressant dans les cas où que les conditions changent, parce qu'on le sait, là, on commence à produire en mars, avril, mai, puis jusqu'à novembre. Puis l'été, il fait bien plus chaud que quand on commence en début ou en fin de saison, donc ça ne réagit pas pantoute pareil. Puis en plus de ça, il y a le soleil aussi qui n'est pas la même intensité, donc d'une journée à l'autre, puis aussi d'un mois à l'autre. Donc, les configurations, il faudrait tout le temps les changer s'il fallait qu'on contrôle chacun des appareils indépendamment. Mais en rentrant les températures ici comme ça, bien, le système le fait pour vous. Ça a été comme quelque chose on s'est pété les dents au début à faire parce qu'on se rendait compte que ça ne faisait pas de bon sens de devoir contrôler les appareils tout seul.
Donc, mettons qu'on on se dit qu'on a des tomates, puis je ne suis pas agronome, fait que prenez pas mes valeurs pour du cash. Mais typiquement, ce qu'on voit, ça va être... c'est la nuit. On va mettre quelque chose comme ça. Puis le jour, en début de saison, je pense que c'est plus chaud. L'important, c'est au final, ça va être la moyenne de température qu'on veut avoir dans la serre, la moyenne de 24 heures qui est importante, il y a la moyenne de jour puis la moyenne de nuit. Ça, je vais vous montrer plus tard là, où on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis l'autre point qui est important, c'est que selon la lumière, plus il y a de lumière, plus on veut garder ça chaud. Donc là, c'est un petit peu moins chaud. Donc, je pense que j'avais 19, fait qu'on va partir à 18. Encore une fois, je ne suis pas agronome. Fiez-vous pas aveuglément sur ce que j'ai mis. Fait ça, c'est la manière de faire qu'on a, que tous nos clients ont présentement. Et OK. On a un petit avertissement qui dit en bas, là, assurez-vous d'avoir un intervalle de 4 degrés. En bas de 4 degrés, entre, par exemple, 18 et 22, mettons qu'on mettait entre 18 et 20. Dans les serres individuelles, on voit que les conditions changent trop rapidement, puis vos appareils vont commencer à agir l'un contre l'autre. Fait qu'on va passer le yo-yo qu'on parlait tantôt, de passer de chauffage à ventilation à chauffage-ventilation. Plus l'intervalle est petit, plus il y a des risques que ça se produise. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est de commencer à 4. Puis si vous voyez que ça va bien, peut-être qu'on peut essayer à 3 degrés d'intervalle. Mais en bas de 3, si vous n'avez pas des complexes de jumelés, très, très touché. Là. Ça va être à vous de vérifier qu'on ne chauffe pas trop le dehors. Dans ce cas-ci, on va mettre ça à 4 comme ça. Puis finalement, priorité de ventilation, on suggère celui-ci. Fait que ça va utiliser les ventilateurs en dessous de 15 degrés, puis ça va utiliser les roll-up en haut de 15 degrés. Donc, on ne veut pas que le choc soit trop raide sur les plantes. Fait qu'on priorise le ventilateur quand il fait trop chaud. Puis si jamais le son du ventilateur réveille vos voisins ou ça vous énerve, votre pression positive, on peut choisir de mettre la priorité toujours sur les roll-up. Mettons qu'on fait ça. On a notre tableau aussi. Donc, si on retourne dans notre panneau de contrôle, on voit les appareils qui sont là, on voit la cible, puis la température est dans la cible, fait que présentement, il ne se passe rien. Là, une fois qu'on a seté ça, il faut faire confiance au système parce que le système prend les décisions de comment il réagit avec les appareils, puis c'est basé sur plusieurs... La logique de décision derrière est assez complexe. Je pourrais essayer de vous... En fait, non, je ne pourrais pas vraiment essayer de vous l'expliquer ce matin. Il y a vraiment trop de détails là-dedans. Donc, des fois, c'est difficile de comprendre pourquoi le système prend une action puis tout. Fait qu'est-ce qu'on fait pour savoir est-ce que ça fonctionne bien ou non? On va venir voir dans les historiques ici. Là, vous vous doutez que ce n'est pas, le graphique d'aujourd'hui parce que je viens de créer le programme, mais ça, c'est des données qu'on a prises chez un de nos clients l'année passée, à peu près au mois de février, je pense. Puis, on voit la zone en jaune, c'est la cible que le système a essayé de respecter. La ligne colorée, c'est la température qu'il y a vraiment eu dans la serre. Puis, on voit, ça c'est une nouveauté de cette année, on a ajouté aussi la température extérieure. Ça, c'est la température extérieure d'hier qu'on a pris. Là, donc, on est capable de... Ça nous donne une idée pour comparer d'une journée à l'autre. Des fois, on se dit pourquoi ça n'a pas réagi pareil. On a la température extérieure. Ça peut être intéressant. Puis, ultimement, comme je vous disais, ce qui est important, c'est vraiment la moyenne 24 heures. Donc, à droite, on voit la moyenne 24 heures, moyenne de jour, moyenne de nuit. Ça ici, si vous êtes plus calé niveau agronomie, vous allez pouvoir utiliser ça pour contrôler quand votre plant est trop faible ou trop fort, quand la vigueur du plant n'est pas équilibrée ou quand votre plant est trop végétatif ou trop reproductif. Je vais en reparler un petit peu tantôt, mais c'est vraiment les moyennes de température qu'on veut. Une fois qu'on évite les extrêmes de température, c'est les moyennes qu'on regarde. Donc ici, on voit, OK, mes appareils ont bien fonctionné, puis j'ai respecté la cible. Puis l'autre point qui est intéressant pour la température, ça va être le deuxième graphique ici, qui indique là, les coûts de chauffage. Donc ici, on voit les coûts de chauffage qu'il y a eu pour permettre à la température de se maintenir dans notre intervalle ici. Puis la ligne bleue, ça va être, lui, il y avait des toits ouvrants. Donc, c'est le toit ouvrant qui s'est ajusté là, en pourcentage d'ouverture de 0 à 100 %.
Fait que c'est rendu jusqu'à... C'est quoi ici? Voyons. 50%. Fait que je pense qu'il l'avait barré à 50% à ce moment-là. Donc, c'est ça pour la température. Fait que là, j'embarque un petit peu plus dans les nouveautés. Mettons que moi, j'ai un système de fournaise qui a plusieurs stages. Donc, il y a une fournaise de propane à 2 stages où on a un client présentement qui fait des tests avec nous pour des systèmes électriques, des systèmes électriques avec thermopompe, serpentin, puis il y a un backup à l'huile. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ça, c'est une des nouveautés qu'on a cette année. Ah! Pas dans cette version-là, je vais venir dans ma version locale. Puis là, juste petit disclaimer, c'est pas toutes des fonctionnalités qui sont déployées. Donc, ce que je vous présente, c'est encore en bêta. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits accros. OK, fait que le mode avancé ici, pour ce qui est de la gestion des stades de chauffage, bien, quand je vous disais, si on a plusieurs stades ou stages ou stages de chauffage, on peut venir ici décider comment on veut les utiliser. Donc, dans ce cas-là, j'ai créé, je reproduis le cas d'un de nos clients qui y a une thermopompe, un serpentin, puis une fournaise à l'huile. Puis, comment, je vais skipper les raisons techniques, là, mais ce qu'il veut, c'est que sa thermopompe parte en premier. Donc, il va dire pour le stage 1, je veux utiliser ma thermopompe. Ensuite de ça, il veut utiliser la thermopompe et le serpentin. Fait qu'il va pouvoir faire serpentin, c'est F1. Je veux que ces deux-là fonctionnent si la thermopompe n'est pas suffisante. Puis si ces deux-là ne fonctionnent pas, ben, je vais retomber sur mon backup à l'huile, qui est la fournaise 2. Donc, là, je veux juste que ce soit la fournaise à l'huile, sinon ça va causer des problèmes. Donc, on peut venir l'indiquer ici. Et là, juste un point à dire, si on ne faut vraiment pas que deux appareils fonctionnent en même temps, c'est quelque chose qu'il faut gérer niveau électrique parce que dans l'application comme ça, nous, on peut dire, OK, c'est les commandes qu'on envoie, mais il y a toutes sortes de trucs qui peuvent arriver qui vont faire que le système ne pourra pas garantir qu'en aucun cas, les deux ne fonctionneront pas en même temps. Donc, si vous avez un setup comme ça va être de voir comment brancher électriquement pour que les deux ne partent jamais en même temps. Donc, ça, on pourra aider avec ça si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité ici qui permet de gérer plusieurs niveaux de chauffage. Parce que dans le passé, ce qui arrivait, c'est qu'on partait tout le temps tous les systèmes de chauffage quand on avait besoin. Donc, une nouveauté pour cette année. Ça, c'est beau. J'ai pris des notes pour ne pas trop m'écarter. OK, maintenant, une fois que ça c'est fait ici, on va l'enlever pour enlever du bruit sur l'écran. On a une autre fonctionnalité qu'on a ajoutée cette année. On va venir dans celui-là ici, qui est le contrôle par moyenne. Fait que, typiquement, ce qu'on voit, c'est au Québec, là, les producteurs, la plupart, il y en a beaucoup qui font affaire avec Climax, puis ils reçoivent un plan de match à chaque semaine. Plan de match qui, au final, ressemble un peu à ça ici. Puis, le but, c'est de pouvoir mettre, ça, c'est des moyennes de température, là, je ne me trompe pas, moyenne de jour, nuit, puis 24 heures, ou je ne sais pas trop. Je n'ai pas la description. Mais l'idée, c'est de pouvoir remettre ces chiffres-là directement dans le système. Puis malgré le fait qu'il y a une bande de tolérance, donc tantôt on disait 18 à 22 par exemple, mais malgré qu'il y a une bande de tolérance, au final, on veut avoir la température précise comme moyenne. Puis là, le but de cette nouvelle fonctionnalité-là, c'est de dire, ben, tu peux mettre plus ou moins de tolérance, donc ça va prendre plus ou moins d'énergie, mais on veut qu'à la fin de la journée, avoir obtenu telle moyenne de température. Donc, encore une fois, on veut essayer d'enlever le nombre de questions pour arriver à l'objectif final. Fait qu'on laisse le système gérer ça. Donc, ici, c'est ça qu'on dit. Au lieu de devoir rentrer des intervalles, ben, on peut juste rentrer. C'était quoi ici? 18, 19.5, 21. Fait que 18, 19.5, 21. Donc, on peut créer maintenant des programmes par moyenne, puis le système va viser cette moyenne-là pour vous. Fait que ça fait un truc de moins à penser. Dans le cas il y a de plus en plus de cultures froides ou des gens qui ne veulent pas chauffer nécessairement dans la fin de saison, par exemple.
Mais surtout pour les cultures froides, n'utilisez pas le contrôle par moyenne parce que le système va essayer de garder précisément la moyenne, puis ça va utiliser plus d'énergie que vous voulez. Donc, pour les cas de culture froide, utilisez, par exemple, 5 à 23, 5, 5. Fait que là, ici, vous pouvez mettre des grands intervalles, puis le système va s'occuper de dire, OK, ben, je veux juste chauffer pour garder ça en haut de 5. Je veux pas chauffer jusqu'à 24. Ah, Jim. Je ne vais pas chauffer jusqu'à 24. Donc, il va profiter de la lumière du soleil pour chauffer le plus possible, mais il va quand même utiliser la fournaise juste pour éviter le gel. Fait que ça, c'est notre deuxième grosse nouveauté au niveau des problèmes de température. Puis la dernière qui va arriver plus tard cette année, c'est encore en prototype. Ça va être le contrôle avancé ici. Donc, le contrôle avancé, ça, c'est une demande de Sébastien Climax qui aime beaucoup avoir le contrôle sur comment on contrôle la gestion de température au final. Puis, le but de ça, c'est de pouvoir mettre autant de périodes qu'on veut. Donc, par exemple, si je veux faire Jim, si jamais tu as beaucoup de misère avec la conférence, on va l'enregistrer puis on va l'envoyer par courriel, fait que peut-être ça va être plus facile pour toi. Ah, OK. Super. Donc, je reviens à mon contrôle de température ici. Le but de cette prochaine approche-là, ça va être de permettre de contrôler les temps de transition, donc ce qu'on appelle souvent le ramping. Fait que si je joue, ça dure 2. Puis, on peut utiliser autant de périodes qu'on veut. Fait que si, par exemple, avant le coucher du soleil, j'espère que je ne mets pas n'importe quoi en termes de temps, là, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je veux faire un pré-nuit, ben, je suis capable de me créer une période qui va commencer 1 heure et demie avant le coucher du soleil, puis de venir dire, ben, je veux descendre ma température abruptement euh, pendant 1 heure. Et après ça, on va se mettre à une autre période au coucher du soleil, avant le coucher du soleil, 0. Et à partir du coucher du soleil, on veut que ça commence à remonter tranquillement à 18 sur 3 heures. Tiens. Fait que ça vient permettre d'avoir plus de contrôle pour ceux qui veulent vraiment avoir un contrôle plus détaillé sur comment ils gèrent la température dans la serre. Fait que, comme je disais, ça, c'est une nouveauté qui va arriver plus tard cette année, mais je voulais vous la présenter pareil parce que dans 2 mois, vous allez être occupé pas mal dans vos récoltes, peut-être plus que 2 mois. Donc, c'est ça, pour avoir plus de contrôle. Ça fait pas mal le tour pour les nouveautés côté température. On va passer. On est ici. On va passer au changement au niveau de l'humidité. On sait l'humidité, ça a une grande importance dans la serre, au niveau des maladies, au niveau même de la croissance. On veut que nos plantes puissent transpirer. Sinon, il va y avoir des problèmes niveau carence, juste, ça va bloquer la photosynthèse. Donc, on a besoin d'avoir une bonne humidité, un bon niveau d'humidité dans la serre. Je pense que je ne vais pas parler des maladies. Puis, au niveau maladie, un de nos producteurs nous a dit qu'à cause qu'il n'y avait pas suffisamment de ventilation, il n'a pas été capable de contrôler l'humidité dans sa serre, puis il a perdu 70 je pense qu'il disait, de ses concombres causés par les maladies. Donc, l'humidité est vraiment quelque chose d'important. De base, un des points importants à savoir, c'est que l'humidité dans Richet est calculée en grammes par mètre cube, ce qu'on appelle le déficit d'humidité. Puis pourquoi on fait ça en pourcentage? C'est vraiment parce que la plante, le pourcentage, ça ne dit rien. Le pourcentage n'indiquera pas comment la plante va se sentir. C'est vraiment le déficit d'humidité qui est le langage de la plante. Donc, on peut savoir comment la plante se sent selon le déficit d'humidité, mais pas selon l'humidité relative en pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on voit typiquement? Là, c'est une configuration qui ne change pas beaucoup. Tout dépendant de la culture, là, je pense que la laitue, ça peut être plus humide, par exemple. Fait que tout dépendant de la culture, ça peut changer, mais c'est une configuration qu'une fois qu'on a seté et que nos plantes ne changent pas, on ne retouche pas vraiment. Puis, ce qu'on voit beaucoup pour les serres de tomates concombres, ça va être 2,5 la nuit. Fait que plus le chiffre est bas, plus c'est humide. Fait que 0 est comme 100 si on veut. Puis la nuit, on est un petit peu plus tolérant parce que c'est plus dur à contrôler. Puis là, ça devient un enjeu de est-ce que je veux
mettre plus de propane ou d'énergie là-dedans, ou est-ce que je veux déshumidifier plus? Vous pouvez jouer avec ce chiffre-là, mais le chiffre de base qu'on voit beaucoup, ça va être 2,5, puis 3. Fait que, vu qu'on est moins à l'aise avec les grammes par mètre cube que les pourcentages, je vous donne un indice ici. Puis la nouveauté cette année, c'est le maximum ici. Fait que plus le chiffre est haut, plus c'est sec. Donc le maximum, typiquement, on voit c'est 7 qu'on voit beaucoup, 7 grammes par mètre cube qu'on voit comme optimal maximum, par exemple. Puis ce chiffre-là ici, je vais y revenir plus tard à quoi qui sert. Mais pour le reste, il y a quelques petites possibilités de jouer avec l'agressivité de la déshumidification. Fait qu'est-ce qu'on veut avec ou sans chauffage? Sans chauffage, on sauve l'énergie, mais qu'est-ce que tous les agronomes vous s'entendent pour dire, tout ce que ceux qui ont de l'expérience en serre vont vous dire, c'est le coût de chauffage, même si ça finit qu'on chauffe le dehors avec, va se refléter sur les rendements à la fin de l'année, puis ça vaut vraiment la peine. Donc, mettre le chauffage. Un truc que vous pouvez essayer, moi, de mes observations à distance au travers de systèmes de contrôle, c'est quand il fait froid dehors, souvent on est capable de déshumidifier sans chauffage, surtout en début de saison, quand les plants ne sont pas encore matures puis il n'y a pas une grande surface foliaire. Donc, peut-être vous pouvez faire des tests si vous voulez sauver de l'énergie à ce niveau-là, mais quand il se met à faire chaud dehors, on n'a pas le choix d'utiliser le chauffage. Puis même, en parlant avec les agronomes, il y en a qui vont dire que le chauffage est important pour activer le plant puis éviter que l'air froid crée trop un choc thermique pour le plant. Donc, vous pouvez en discuter avec votre agronome ou faire des tests. Je vous partage juste mes observations. Puis, comment que la déshumidification va fonctionner? Un peu comme la température, il y a vraiment beaucoup de questions à répondre sur comment ça devrait fonctionner, quand est-ce qu'il faut que je fasse ci, quand est-ce qu'il faut que je fasse ça. Donc, pour simplifier ça pour vous, nous, on a développé un programme de déshumidification qui va prendre, si on clique sur les petits points d'interrogation bleus, là, on essaie d'être le plus concis possible pour vous donner de l'information. Fait qu'un peu partout dans l'application, il y en a. Fait que gênez-vous pas pour cliquer dessus, c'est bien intéressant. Dans ce cas-ci, pour la déshumidification, ça parle du déficit d'humidité que je parlais tantôt, là, le déficit d'humidité qu'on présume DH. Puis, c'est quoi les différentes stratégies que le système va utiliser en fonction des différentes conditions? Donc, s'il fait chaud dehors, il va y avoir une déshumidification qu'on dit continue, c'est-à-dire qu'on va s'assurer de tout le temps ventiler pour changer l'air de la serre. Vu que dehors, il fait chaud, fait ça ne nous coûtera pas d'énergie de faire ça. Versus à l'opposé, s'il fait froid dehors, là, on ne voudra pas utiliser les roll-ups parce que ça va créer un choc trop intense. Le choc thermique va être trop intense pour le plant, puis il va se protéger, puis en faisant ça, il va bloquer sa croissance. Donc, ça, vous n'avez pas besoin d'y penser, le système le fait pour vous. Puis là, il y a différentes situations avec différentes stratégies différentes. Puis les stratégies sont expliquées ici. De quel appareil utiliser et comment. Là. Fait que soit par pulse, parce qu'on ne veut pas chauffer en continu, ou en continu comme ça, parce que faire ventiler en continu, ça ne coûte pas d'énergie ou presque. Finalement, le dernier point peut-être qui est intéressant, c'est le chauffage. Pas le chauffage, si c'est plus humide dehors, si l'air contient plus d'eau dehors que dans la serre, on ne veut pas ventiler. Dans ces cas-là, on veut juste chauffer. C'est le seul impact qu'on peut avoir sur le déficit d'humidité. Donc, encore une fois, l'information est ici si ça vous intéresse. Le point qui est intéressant à retenir, c'est que c'est fait pour vous, vous n'avez pas besoin de penser. Donc, mettons que j'enregistre ça. Je ne sais pas si on va le voir ici. Ouais, non, je viens de le créer, peut-être ici. Ouais, OK. Activité en cours. Souvent, quand les gens installent notre système, ils se posent beaucoup de questions sur pourquoi ça fait le toit ouvre à ce moment-ci, pourquoi il ferme, pourquoi la fournaise part quand mon côté, ma ventilation fonctionne. Puis, pour essayer de rassurer les gens, ici, on a créé une zone d'activité en cours qui vient expliquer qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi il y a une décision contre-intuitive qui arrive. Donc, dans ce cas-là, s'il fait chaud, puis on dit « Ah, mes toits sont fermés ou mes ouvrants sont fermés, pourquoi? » Dans ce cas-là, c'est parce qu'il pleut, puis on veut éviter qu'il rentre de l'eau dans la serre. Donc, ça vient donner un peu plus d'informations sur ce qui se passe. Puis, si jamais on dit « OK, il fait vraiment trop chaud, je veux pas que, même s'il pleut, je veux ouvrir
mon toit, par exemple, mais on peut venir le mettre en mode manuel en cliquant sur l'icône de l'appareil. Là, je vais dire, OK, je veux être sûr qu'il reste ouvert pendant au moins 30 minutes. Fait qu'on va dire, bon, mode manuel pendant 30 minutes, puis on va l'ouvrir à 50 par exemple. Donc, ici, pour tous les appareils, on peut les contrôler comme ça, en les mettant en mode manuel. Stéphane-là, il fait trop de bruit, je travaille dans le serre, ça m'énerve, je vais le mettre à off. Puis ici, ben, c'est facile d'oublier de le remettre à on. C'est pour ça de le remettre en mode automatique. C'est pour ça qu'on peut le mettre juste en mode manuel pendant un certain temps. Si on veut qu'il reste, on veut le barrer parce qu'elle ne fonctionne plus ou quelque chose, ben, on peut le mettre en mode manuel jusqu'à nouvel ordre. Puis, par exemple, on peut le laisser à off tout l'hiver comme ça. Donc, dans le panneau de contrôle, la gestion des appareils manuels se fait comme ça. Ouais, donc là, la même question que pour la température. Comment que je fais pour savoir si la température. Comment que je fais pour savoir si la température, pas la température, l'humidité est bonne dans la serre? Donc, pour la température, on allait voir dans l'historique. Pour l'humidité, c'est la même chose. On peut venir voir dans l'historique ici. Donc, ça, l'historique est en déficit d'humidité. Donc, c'est toujours en déficit d'humidité qu'on parle. Plus c'est bas, plus c'est chaud. Puis, pour essayer de. Pas plus c'est chaud, plus c'est humide. Puis, pour essayer de le présenter visuellement, là, on a ajusté la couleur. Là. Plus ça va être bas, plus ça va être foncé bleu. Puis, plus c'est haut, plus c'est jaune-ish. Donc, ce qu'on veut avoir, ça, c'est des données de mon ordinateur générées un peu random. Là. C'est pour ça qu'il y a des trous quand je fermais mon ordi ce matin. Mais on est capable de voir que le déficit d'humidité est resté entre le 3 et le 7 qu'on voyait tantôt. Mais l'humidité est vraiment plus dure à obtenir une condition idéale tout le temps que la température. La température est tout le temps sensiblement capable de garder la température dans son, dans son range, dans son intervalle qu'on lui a donné, comme ici. Mais pour ce qui est de l'humidité, c'est vraiment plus dur là, de garder le bon niveau d'humidité. Fait qu'il faut être plus tolérant, ça ne sera pas tout le temps correct. Ça coûterait probablement beaucoup trop d'énergie de le faire, de toujours rester dans le bon intervalle. Autant, il faudrait augmenter les capacités de ventilation qu'il faudrait dépenser beaucoup d'énergie. Donc, peut-être la règle du pouce à se retenir, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut couper le cycle le cycle de prolifération ou de développement des maladies fongiques. Donc, pour ça, on veut qu'au moins une fois par 4 heures, on soit sorti du super humide. Là, ici, il n'est pas si pire, là, mais mettons qu'il serait proche de zéro. Proche de zéro, ben, la plante, elle ne transpire pas, puis les maladies, ils aiment ça, eux autres. Fait qu'ils vont proliférer. Fait qu'on veut éviter ça au moins une fois par 4 heures. Idéalement, plus souvent, mais là, c'est un trade-off entre l'énergie qu'on y met puis qu'est-ce qu'on en retire. Donc, là, ici, les graphiques d'humidité sont bien importants pour essayer de voir avec qu'est-ce que vous observez dans votre serre en termes de problèmes. Puis, on va vouloir jouer avec l'agressivité du programme d'humidité si on voit que, oups, ça s'enligne mal. On va vouloir les mettre plus serrés. Puis, encore une fois, ben, les moyennes ici donnent une idée. On voudrait idéalement que la moyenne soit le plus proche possible de notre intervalle de 3 à 7. Mais comme je dis, l'humidité, c'est quelque chose qui reste encore à développer beaucoup dans le monde des serres, le contrôle de ça. Puis il y a des technologies comme les thermopompes qui ont un potentiel de nous aider avec ça, mais on n'est pas rendu là. Une nouveauté qu'on a cette année au niveau du graphique d'humidité, c'est la petite ligne plus pâle ici qu'on voit en arrière, qui représente le potentiel asséchant de l'air extérieur. Donc, à quel point on va être capable de déshumidifier la serre. Parce qu'il y a des journées où il pleut dehors, qu'il fait chaud puis qu'il pleut, vous ne serez pratiquement pas capable de déshumidifier. Le seul impact qu'on peut avoir, c'est avec le chauffage où que je vais skipper les détails techniques, mais en chauffant, on va augmenter le déficit d'humidité, donc ça va être plus sec. Donc, dans ces temps-là, c'est plus dur de déshumidifier. Fait qu'en ayant cet indicateur-là derrière, plus il est haut, plus c'est facile de déshumidifier, dans le fond, en ventilant avec l'air extérieur. Bien, ça aide aussi à diagnostiquer qu'est-ce qui pourrait être mieux ou comment est-ce que je pourrais améliorer le contrôle de mon humidité. Puis nous, de notre côté, on continue à voir
à tirer des conclusions. Là, on est rendu au-dessus de 200 serres automatiques avec notre système. Fait qu'on continue d'observer ce qui se passe puis de toujours raffiner le plus possible le contrôle pour que vous ayez le moins possible à le faire vous-même. Fait que notre but, c'est vraiment de faire l'espèce de développement ou de recherche et développement derrière pour en faire bénéficier tout le monde. Donc, ça va nous aider aussi. Fait que dernier point au niveau de l'humidité, je vais revenir au programme. Je vous disais, c'est ici, le maximum, il sert à quoi? Bien, c'est une nouveauté qu'on a cette année suite à un conseil sur la gestion des HAF qu'on nous a partagé. Donc, on appelle ça la circulation d'air ici. On appelle HAF, vu que c'est ça que tout le monde utilise. Maintenant qu'il est plugué dans le toit. Le contrôle des HAF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des ventilateurs qui font circuler l'air dans la serre. L'objectif de ça, c'est d'avoir un climat qui est uniforme. Puis aussi, c'est avec l'uniformité, on ne veut pas que quand le plan transpire, que l'humidité reste dans le plan. On veut que ça circule dans la serre puis qu'il y ait de l'air frais qui arrive au plan, de l'air moins humide. Comme ça l'aide à transpirer. Parce que souvent, le problème dans la serre, c'est que c'est trop humide. Par contre, l'été, ça devient sec beaucoup. On ventile beaucoup, il fait chaud. Le problème qu'on voit beaucoup, puis même en début de saison, quand les plants sont petits et qu'il fait froid, c'est trop sec. Puis dans ce temps-là, faire circuler l'air, on éloigne l'humidité des plants, donc ça va leur faire sentir le stress de l'air sec un peu trop. Puis le plant, encore une fois, va se protéger puis il va arrêter de croître. Où il va avoir des problèmes, là, des carences, etc. Donc, c'est ça qu'on veut éviter ici avec l'automatisation des HAF. Typiquement, on voit que les gens les font fonctionner 24/7. Là, le but, c'est vraiment d'aller arrêter les HAF quand il y a déjà une ventilation qui se fait avec des roll-ups, par exemple, puis que c'est trop sec dans la serre pour limiter le stress sur les plants. Ça, l'impact que ça va avoir, le plus quantifié que je peux donner, c'est une étude que j'avais vue qui parlait de limiter les climats trop secs. Puis en faisant ça, il y avait observé une augmentation de 10% des rendements. Donc, nous, c'est nouveau, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais c'est le plus chiffré que je peux vous donner pour ça. Puis comment que ça se contrôle? Comme je disais, c'est juste ici le maximum qu'on a notre programme de déshumidification. Il va s'assurer, il va gérer le HAF pour qu'il arrête au bon moment puis il parte au bon moment. Vous n'avez absolument rien à faire pour que ça se contrôle. Génial. Yes, merci Steve. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur qu'est-ce que j'ai parlé? Non, ça va? Parfait. Fait que, on va enchaîner encore autour de la déshumidification un peu. Il faut que j'arrête de shaker. Mais là, ça va être la brumisation. On ne l'a pas mis ensemble parce que la brumisation va être contrôlée un petit peu différemment. Puis le but souvent n'est pas de contrôler l'humidité à proprement parler, mais le but, c'est plus de contrôler les pestes, les insectes nuisibles dans la serre. Donc, programme de brumisation, première chose à faire, ça va être d'aller ajouter un appareil brumisateur. Mettons qu'il y en a deux, on va mettre Steve. Oui, excuse-moi, il m'est venu une question par rapport à la déshumidification. Ouais, vas-y. Moi, j'ai une situation un peu particulière. Notre serre est comme sur un site qui a de la misère à se drainer, qui reste constamment humide. Okay. Ce que je me demandais, c'est si, peut-être que l'option existe déjà. Si, mettons, moi, je veux faire marcher ma fournaise pour faire marcher mes ballons le long de mes plans, qui fonctionne tout le temps, mais qui fait juste distribuer de l'air froid. Est-ce que tu me conseillerais, mettons, de passer par activer ma fournaise directement ou il existe une façon comme déshumidification dans le programme? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je pense que oui. Dans le fond, tu veux que tes ballons de fournaise fonctionnent en continu, c'est ça? Mettons une journée qui pleut, là, j'aimerais bien ça que mes ballons. Puis, c'est-tu une genre Modine PDP ou quelque chose de même? Le modèle de la fournaise? Ouais. C'est une fournaise propane? C'est une bonne question. Oui, c'est au propane. OK. Ce qu'on voit d'habitude, c'est sur le contrôle des fournaises au propane.
Mhm. tu as le contrôle du fan séparé de la fournaise. Donc, Ouais. si tu veux juste faire fonctionner le fan, tu peux le faire manuellement juste en connectant un fil entre deux vis, ou tu peux aussi le brancher sur notre système puis le mettre en mode manuel. Comme ça, quand tu voudrais le partir une journée, mais tu pourrais juste sur ton téléphone. Mettons que je vais juste ajouter Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, tu l'ajouterais comme une pression positive ou un HF. Ouais, ou HAF, là, fait que. Ben, s'il est tout le temps en mode manuel, peu importe, là, fait que, mettons qu'on dirait euh, ventilateur, fournaise. Ben, là, on irait dans le panneau de contrôle. Moi, je te dirais ventilateur, fournaise, on va le mettre en haut. Oups, c'est Ouais, accro. Puis là, ben, tu pourrais juste, sur ton téléphone, là, quand tu dis OK, aujourd'hui, c'est humide, je veux le partir, tu le laisses à on comme ça. Ça c'est génial. Je te remercie. fait plaisir. Sinon, ben, si tu passes souvent à ta terre, ça peut être moins cher aussi de le faire juste avec un fil, là, une broche que tu peux relier les deux ensemble. Euh, puis le visser, là, c'est relativement simple. C'est juste, ça prend plus de temps, puis il faut que tu fasses le détour. Mhm. Parfait. Good. Donc, j'étais sur les brumisateurs. J'en ai ajouté un ici. On va retourner au programme de brumisation. Donc, les brumisateurs, il y en a qui veulent l'utiliser pour descendre la température, il y en a qui veulent l'utiliser pour augmenter l'humidité dans l'air, il y en a qui veulent l'utiliser pour contrôler les insectes. Mais pas mal toutes les options, comment ça fonctionne. Ben, ici, on choisit le brumisateur, là, on a juste un, c'est facile. Puis après ça, on ne veut pas que ça fonctionne la nuit. La nuit, ça va créer de l'humidité qui est déjà un problème. Donc, on garde ça en dehors de la nuit. Donc, à partir du lever du soleil, mettons que je ne veux pas brumiser dans la première heure à partir du lever du soleil. On va s'ajouter une période qui commence une heure après. Oups. Une heure après. Puis, on dit au-delà de, mettons, 7 grammes par mètre cube d'humidité. Donc, plus c'est haut, plus c'est sec. Je veux faire des pulses de brumisation 1 minute à chaque 10 minutes. Tiens. Puis avec ça, ben, ça permet de s'assurer qu'il y a tout le temps un certain niveau d'humidité dans la serre. Ou dans le cas dans le cas de quand c'est pour contrôler les insectes, là, j'ai moins d'expérience avec les insectes, mais je pense que l'objectif, c'est de mouiller les feuilles parce que c'est comme ça, c'est ça qui va ralentir les insectes. Puis en même temps, les prédateurs, pour les tétraniques, par exemple, ben, les autres sont plus confortables dans un endroit tempéré versus un endroit trop sec. Donc, de deux manières, on vient contrôler les insectes. Puis probablement qu'il y en a dans vous qui le savez plus que moi. Donc, l'important de ce que je peux vous apprendre, c'est ici, le programme peut avoir autant de périodes que vous voulez. Puis, vous pouvez décider là, justement combien des cycles de 10 minutes, par exemple. Fait qu'à chaque 10 minutes, je veux brumiser 1 minute. Puis là, bon, on peut changer ça. Là. Il y a aussi possibilité de le mettre en secondes si jamais vous voulez plus de précision. Puis, si vous avez des questions de plus, je vous invite à venir voir ici le petit point d'interrogation bleu, encore une fois. Puis, le point intéressant, qui est une nouveauté en général dans l'application, c'est les temps comme ça, là, les temps solaires, donc en fonction du lever puis du coucher du soleil, pour éviter d'avoir à changer ça à toutes les 2-3 semaines. Ben, on embarque ça. C'est votre petit résumé ici de qu'est-ce que ça fait. Fait que, ça, c'est pour la brumisation. On va suivre avec l'irrigation. Mettons que je veux irriguer dans la serre ou même dans les champs autour de la serre. On sait que l'irrigation, c'est important, c'est quelque chose qui est dur à suivre. On n'a pas. Ça prend des observations, il faut se mettre la main dans le sol, il faut regarder l'impact que ça a sur nos plants. Mais il y a quand même des règles du pouce qu'on peut observer. La première, c'est qu'on ne veut pas toujours irriguer la même chose. Un peu comme la température, si la lumière change, le plant ne réagira pas pareil, puis on ne veut pas avoir la même consigne quand ça change. Donc, si on veut irriguer, on commence par s'ajouter une valve. Oups, on va aller dans l'irrigation. Euh, une
misère avec ce mot-là. On voit que c'est une valve, il faut donner ça. On va le plugger toujours sur le même boîtier. Good. Donc, maintenant qu'on a une valve, on peut venir créer un programme dans les sections qu'on a créées au début, dans le menu serre ici. On avait créé concombre et tomate. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, pour tomate, c'est une question qui arrive souvent, les gens n'ont pas créé de section, puis disent « je ne peux pas ajouter de programme » ou « je vais ajouter un autre programme ». On peut venir ajouter une section ici. Là. On va plus pouvoir avoir un S pour les autres. On est perfectionniste. OK, donc, quand on clique sur le petit plus, il nous propose 3 options. Fait que moi, je me dis, OK, je veux irriguer en fonction du besoin du plan, mais je ne veux pas me casser la tête. Je veux avoir une solution qui est facile à utiliser, qui n'a pas besoin de capteur, moins coûteuse. On va avec la minuterie. La minuterie, encore une fois, on s'est basé sur comment que Climax fonctionne, qui conseille la plupart des gens. Puis ce qu'il donnait, c'était des départs d'irrigation. Donc ici, vous pouvez rentrer tous les départs d'irrigation que vous voulez. Fait que je veux faire une irrigation à 10 heures, je vais en faire une autre à midi et une autre à 14 heures. On regarde ça simple. Puis, ces départs d'irrigation-là vont fonctionner selon un scénario de luminosité. Fait que dans ce cas-là, c'est le soleil. Les journées ensoleillées, ça va être le programme d'irrigation. Les journées partiellement nuageuses, là, on peut dire je vais en mettre 2. Ça, puis les journées nuageuses, le plan ne transpire pas beaucoup, le plan est moins actif, donc on va mettre juste une irrigation. Durée d'irrigation, je vais en reparler plus tard, mais pour l'instant, on va dire 5 minutes. Donc, on a notre programme ici. On voit les heures de départ, lesquelles ça va fonctionner. Puis, ça nous permet de s'ajuster relativement facilement selon le besoin de la plante, ou une approximation du besoin de la plante. Là, ce que je parlais, c'était le 5 minutes d'irrigation. Le 5 minutes d'irrigation, comment on sait c'est quoi le bon temps d'irrigation? Les agronomes peuvent vous aider avec ça, les conseillers en serre peuvent vous aider. Pour ceux qui n'en ont pas, le point qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, malheureusement. Premièrement, la quantité de goutte à goutte qu'on a, par exemple, ou peu importe le système d'irrigation, mais c'est quoi le débit d'eau qui est donné? C'est quoi le type de sol? Selon le sol, ça peut prendre plus ou moins d'eau. C'est quoi les plants? Bref, c'est quoi le stade de maturité du plant? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Mais une manière qu'on peut diagnostiquer c'est quoi la durée idéale, ça va être d'utiliser des tensiomètres qui ressemblent à ça ici. Ah oui, OK. Fait que les tensiomètres, mettons, on va mettre ça dans mes concombres. Tensiomètre, concombre. Il va être branché. Il faut que je prenne les bons chiffres parce que c'est ça qui génère des données automatiquement. Puis ici, pour la calibration, ça va dépendre du type de tensiomètre que c'est. Donc, si on clique sur le petit point d'interrogation, on va voir si c'est un 12 pouces. Mettons que ça en est un. On prend ces valeurs-là ici. Oups. L'autre, c'est quoi? Moins 14,3. Good. Fait qu'on peut avoir un tensiomètre qui va nous permettre d'évaluer c'est quoi la quantité d'eau qu'il y a dans le sol ou la quantité d'eau qui est accessible au plant dans le sol. Puis, la manière de diagnostiquer ça rapidement, là, c'est un graphique qui est déjà pris, là, mais c'est de dire, quand que, je pars une irrigation, mettons que mon sol est sec, là, mettons dans ce cas-ci, si je veux irriguer à partir de 15 kPa, donc comme pour l'humidité de l'air, plus c'est haut, plus c'est sec, plus la plante va avoir de la misère à aller chercher son eau. Par exemple, on vous dit je veux irriguer à 15 kPa, c'est de voir l'impact que ça a sur l'humidité dans le sol. Donc, plus ça va descendre, plus le sol va être gorgé d'eau. Puis 0, c'est le point où le sol est tellement gorgé d'eau que ça va juste ruisseler, puis ça va ruisseler dans la nappe phréatique. Donc, toute minute d'irrigation de plus va juste lessiver vos nutriments, puis vous allez perdre de votre eau.
Puis dans les cas, dans les dernières années, on a entendu beaucoup de gens qui ont eu de la misère avec leurs étangs. Les étés sont chauds et secs. Donc, trop irriguer, en plus d'avoir un impact sur le plan, ça va avoir un impact sur vos réserves d'eau. Puis ici, ce qu'on voit dans le graphique, là, oubliez celui-là ici, là. Mais ça c'était la valve qui est partie. Fait qu'on a les coups de valve, puis on voit les tensiomètres qui ont noté l'eau qui est arrivée au final. Puis l'objectif, c'est comme, on veut que la nuit, ça soit sec. Fait qu'à la fin de la journée, avant que le soleil se couche, c'est important de ne pas irriguer trop peu. Je ne sais pas comment dire ça. On ne veut pas irriguer au coucher du soleil, puis pas juste avant non plus. Il faut laisser le temps au sol de sécher. Puis là, ce qu'on voit, c'est que le sol sèche tranquillement, puis il atteint au matin une certaine tension qui n'est pas trop sec, pas trop humide. Encore là, c'est à jouer avec, il n'y a pas de chiffre magique. Puis dans la journée, on irrigue pour donner l'eau à la plante, mais on ne veut pas aller se coller à zéro ici. Parce que là, c'est le point où le sol est comme juste complètement gorgé d'eau, puis probablement qu'il n'y aura pas le temps de sécher dans la nuit, puis vos racines vont rester dans l'eau, ils vont pourrir, puis vous allez avoir des problèmes. Fait que ce qu'on a vu de l'utilisation des gens, ça se trouve à être entre 5 et 15 kPa la tension qui est désirée, mais ça va dépendre du plan, ça va dépendre de qu'est-ce que vous en observez. Je vous conseille d'aller voir des conseillers agronomiques pour vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. J'essaie juste de vous donner des points de départ pour ceux qui n'en ont pas. Donc, ça, c'est peut-être une manière de diagnostiquer la durée d'irrigation qu'on veut. Fait que quand on part une irrigation, on voit jusqu'à quel niveau on veut que ça descende. Puis, on est capable de, si on zoome avec la roulette de la souris, on est capable de voir du moment que ah non, c'est vrai, c'était pas les valves, c'est oublié ce que j'ai dit tantôt. Du moment qu'on a commencé à irriguer, ça a pris à peu près, on voit ici, là, mettons, 14 à 35. Dans ce cas-là, c'est un coup de 15 minutes d'eau qui a été donnée, à peu près. Fait qu'on est capable d'avoir une idée. Puis peut-être même que ça a juste pris du temps avant de se passer, fait qu'on pourrait le mettre ici. Normalement, vous allez avoir ici la valve, c'est parce que c'est comme un patch de plein de données qu'on a mis pour pouvoir faire la démo. Là. Mais vous allez voir la valve, combien de temps qu'elle a duré, fait que vous êtes capable de voir si ça a commencé là, puis ça a fini là. Ça a donné telle descente de tension dans le sol. Donc, c'est ça la durée que je veux avoir. C'est une manière de savoir quelle durée avoir pour ne pas tout le temps inonder nos plants. Parce que ce qu'on a remarqué quand on a commencé à installer des tensiomètres, quand les gens ont commencé à utiliser des tensiomètres, c'est que la tension était tout le temps collée sur zéro dans les serres. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, oups, j'irrigue beaucoup trop, j'irrigue pour rien, puis en plus, c'est pas bon pour les plants. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas que la tension soit tout le temps proche de zéro pour permettre d'aérer les racines. OK, nouvelle fonctionnalité de Stonic qui nous avait été demandée. En cliquant sur Shift, puis avec la roulette, on peut zoomer en Y sur l'axe vertical. Même chose pour la température, si jamais ça vous intéresse. Donc, là, j'ai les tensiomètres, je suis capable de voir ce qui se passe dans mon sol. Ça me permet d'avoir une meilleure idée de c'est quoi l'impact du programme d'irrigation que j'ai mis. Mais mettons que j'ai un étang, je sais que mon étang est limité, je ne veux pas aller le recreuser, je pense que je suis capable de faire avec, je veux juste irriguer la bonne quantité d'eau. Il y a possibilité de baser au lieu de baser l'irrigation sur des temps approximés de c'est quoi le besoin de la plante, on peut venir dire, mettons qu'on l'a mis dans le concombre, on veut faire un programme avec tensiomètre. Donc, on va dire quand que lui part à minuit, on ne veut pas irriguer la nuit. À partir de 8 heures le matin, je veux irriguer quand j'arrive, par exemple, à 15 kPa. Je vais irriguer selon ce qu'on a diagnostiqué, on va dire, je ne sais pas, c'est 10 minutes tantôt. Fait que D, ici, ils sont écrits là c'est la durée d'irrigation. Puis T, c'est le temps minimal en deux irrigations. Fait qu'on ne veut pas que, même si la tension reste à 15, on ne veut pas que s'il y a un problème, ça dérape. Fait qu'on va dire, je ne veux pas que tu irrigues plus qu'une fois par heure. Et bien, à partir de 2 heures avant le coucher du soleil, mettons qu'on dit que c'est 15 heures. 15 heures, je ne veux pas irriguer dans cette période-là. Non, pas grave, tiens.
qu'on a notre programme ici, qu'on dit, ben, dès que tu dépasses un certain seuil, ben, donne un coup d'irrigation. On peut mettre plus de périodes si on veut, mais je fais ça simple pour l'instant. Donc, pour ceux qui veulent utiliser le tensiomètre, c'est le fun parce que c'est précis, c'est vraiment la mesure dans le sol, c'est ce que la plante ressent. Les deux points pourquoi on ne voudrait pas l'utiliser, c'est que c'est plus compliqué, c'est plus capricieux à utiliser. C'est local le point où il est dans le sol. Puis il peut y avoir une certaine variété dans le sol, dans la serre. Donc, si on veut irriguer avec ça, ça peut être super précis, mais il faut être précis nous aussi en tant que producteur. Donc, ça, c'est l'irrigation par tensiomètre. Puis là, on arrive à notre nouveauté qui est l'irrigation avec le soleil qui ne me permettra pas de faire parce qu'il faut que j'aie ajouté un capteur de soleil. Je pense que c'est 104. La calibration va vous être donnée avec le capteur. Puis maintenant que j'ai mon soleil, je peux venir faire un programme d'irrigation avec le soleil. C'est un peu de la même façon que les tensiomètres. On peut créer autant de périodes qu'on veut. Là, évidemment, ben, il n'y aura pas de soleil la nuit, fait qu'on part au lever du soleil. Puis, on va déterminer une accumulation entre chaque coup d'irrigation. Moi, je vais vous montrer un graphique après, ça va peut-être aider à comprendre. Mais dans le fond, c'est typiquement, là, à chaque, si je ne me trompe pas, 200 joules, on veut, ou à chaque 200 joules, on veut irriguer, par exemple, 2 minutes. L'équivalent de qu'est-ce qu'on pense être le projet 100 millilitres, peut-être. Mais on va dire à toutes les, par exemple, 200 joules, je veux irriguer 2 minutes. Puis là, ça va vraiment aller, ça ne sera pas directement qu'est-ce que la plante va boire, va ressentir comme disponibilité d'eau dans le sol, mais ça devient une approximation qui est plus précise que nos heures de départ ici. Puis on est capable de facilement dire, OK, ben, je sais que toutes les fois que la plante reçoit tant d'énergie, ben, on estime qu'elle transpire pour tant, donc je vais compenser en lui donnant 2 minutes d'irrigation à chaque fois. Puis si on veut mettre plusieurs périodes, on peut encore une fois. Donc, ça, c'est les 3 manières d'irriguer avec Orisha. Il y a moyen de les combiner, il y a moyen de faire des trucs un peu spéciaux, mais là, ça sort un peu de qu'est-ce que le système a été fait pour. Fait que si jamais vous avez des besoins spéciaux, vous pouvez toujours nous appeler et on va voir comment on peut aider. Mais généralement, ces options-là suffisent. OK, fait que c'est ça. Puis ici, ben, on se base sur les temps encore, les temps astronomiques, là, les temps en fonction du lever puis du coucher du soleil. Ça n'a pas encore été fait pour les 2 autres programmes ici, mais probablement que ça va venir dans le futur, là, un développement à la fois. Ouais, pas tant dans l'application. Pour ceux qui veulent plus de précision au niveau de l'humidité, les capteurs électroniques, ils ont des limitations, sont moins précis, puis avec le temps, dans un endroit humide, ils vont perdre de leur précision. Donc, il y a un nouveau type de capteur qu'on a sorti cette année qui est des bulbes secs, bulbes humides, qui vont permettre d'avoir plus de précision au niveau des lectures d'humidité, puis même de température, parce qu'il y a un fan comme une cage aspirante dedans. Puis, ça, ce qui est intéressant, le point pourquoi c'est intéressant, de mettre plus d'énergie avec ce capteur-là, plus de maintenance, je devrais dire, avec ce capteur-là, c'est vu qu'il est plus précis en humidité, on limite la déshumidification qui consomme de l'énergie. Ça, c'est comme 10% à peu près des coûts dans serre quand on gère bien l'humidité. Donc, avoir un capteur plus précis, ça peut permettre ça peut se rentabiliser vite là, en termes d'énergie sauvée. Puis ça fonctionne de la même façon. Là, au final, dans l'application, on fait rentrer l'adresse. C'était quelle la bonne? C'était 103. Tant qu'à être là, je vais en parler des capteurs d'humidité température et humidité extérieure. Ces capteurs-là vont servir à ajuster autant la déshumidification que la température. L'impact n'est pas critique. Là. Je vous dirais, si vous avez des enjeux de
de liquidité, ce n'est pas ça le capteur qui va faire la plus grande différence dans votre système. Mais si vous avez la station météo proche de chez vous, il ne reprend vraiment pas la température et l'humidité qu'il y a chez vous, ben, ça peut être un bon outil pour avoir plus de précision. Puis ça va s'afficher dans l'historique qu'on a vu tantôt. Oui, c'est ça. Le dernier point que j'avais, c'était au niveau de la paix d'esprit. Qu'est-ce qui, dans le système, peut être utilisé pour éviter les oublis ou limiter le stress, limiter les problèmes? Ben, on va avoir le capteur de vent et le capteur de pluie. Pour certaines personnes, nous disaient que leur serre, quand il pleut, elle vient inondée d'eau. Fait qu'il fallait absolument que les côtés se ferment, que le toit se ferme. Si c'est un toit, on ne veut pas qu'il pleuve sur les tomates non plus. Ça peut créer des enjeux de maladie, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, le capteur de pluie c'est ce qu'il va faire, lui, ça va être de contrôler dans les conditions que là, ça va bloquer les ouvrants de manière à ce que le système va continuer à fonctionner, va continuer à ventiler avec la pression positive, par exemple. Puis, vous n'aurez pas à y penser quand il pleut, le système va s'en occuper pour vous. Puis, même chose pour le vent, surtout pour les toits ouvrants, on ne veut pas que ça arrache. On veut que s'il vente trop fort, s'il y a un orage, on veut que ça se ferme, on veut éviter les problèmes. On ne veut pas que les plantes se fassent trop brasser non plus. Donc, le capteur de vent va venir protéger là, nos côtés. On peut bien l'ajouter. Donc, ici, quand on a rentré nos côtés ou le toit, c'est la même chose. On peut venir décider, on indique c'est quoi l'orientation de l'ouvrant, puis on dit c'est quoi le seuil de fermeture à partir duquel on veut le fermer. Et ça, c'est la protection contre le vent. Le capteur de vent va aussi permettre d'optimiser la ventilation, quel côté ouvrir en premier. Fait que, en plus de l'aspect protection, il va aider l'algorithme de gestion de température à prendre ses décisions. Après les capteurs pour les contraintes, oui, je suis en train d'oublier un point. Au niveau des contraintes, quelque chose qu'on aimerait sortir dans les prochains mois, c'est le nouveau graphique ici. Donc, pour voir, dans le passé, on avait les capteurs qui prenaient des actions, puis on était capable d'avoir un panneau de contrôle, là, comme on voyait tantôt, ici, les activités en cours, qu'est-ce qui se faisait. Mais c'est le fun de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé aussi. Puis ça, cette année, on veut sortir les graphiques de conditions extérieures, donc le vent, puis la direction, c'est la couleur ici. Quand ils vont être barrés, là, ici, mettons, on voit qu'il pleut. Je vais parler de la pluie en premier. Là. Ça, c'est le capteur de pluie, fait qu'à quel point il pleut. Puis quand il pleut, on va voir ici, il va y avoir une barre qui va indiquer que l'ouvrant a été barré à ce moment-là. Donc, si on revient dans le passé, bien, on est capable de voir pourquoi il s'est passé telle affaire. Bien, on va voir, c'est parce qu'il n'y a plus, puis le toit s'est fermé. Puis finalement, tantôt, je parlais d'irrigation. Bien, ici, avec le capteur de luminosité, on voit c'est quoi l'intensité. Ce qui va nous être utile dans le futur pour gérer la température, parce que ça a un gros impact sur la température. Fait qu'on vise d'optimiser l'énergie consommée pour atteindre la moyenne selon le soleil. Mais pour l'irrigation, c'est l'accumulation ici. Fait que, quand le soleil se lève au début de la journée, bien, il commence à accumuler de l'énergie en joules. Puis on disait tantôt, à chaque 200 joules, il donne un coup d'irrigation. Donc, ben là, on pourrait dire qu'il est irrigué ici, irrigué ici, irrigué ici. Fait qu'on est capable de corroborer nos irrigations qui sont affichées ici. Là, il n'y en a pas, là, mais ils vont s'afficher ici avec la lumière. Puis la lumière aussi peut aider pour plusieurs raisons. Là. Fait que ça, c'est des nouveautés qu'on essaie de sortir le plus rapidement possible. Dans le menu ferme. Dans le menu ferme, on a toutes sortes de trucs qui ne changent pas beaucoup. Qu'est-ce qui est important, là? Je vais souligner ça, l'importance des alertes. N'importe quel système électronique, vous le savez, votre téléphone, même les autos Tesla ou les navettes qui vont dans le sort, tout système électronique finit par briser. Puis quand ça brise, on n'est jamais content. L'idée, c'est qu'on ne peut pas sortir de cette réalité-là. Par contre, on peut prendre des mesures pour le prévenir puis éviter les problèmes le jour où ça va arriver. Puis les alertes ici servent à ça. Donc,
Si on vient cliquer sur modifier, on peut rentrer un numéro de téléphone. Puis, on peut en rentrer plusieurs aussi. Puis, les alertes ici, il y a les 3 alertes, les alertes de contrôleur. En fait, je vais finir par celle-là. Les alertes de boîtier multifonction, fait que ça, c'est si, vu que c'est sans fil, si jamais il y a un enjeu de portée, si jamais il y a une panne de courant dans votre serre, mais que votre contrôleur n'est pas affecté, si vos capteurs manquent de batterie ou ont un autre problème, vous allez être averti. Puis ça, c'est important parce que vous ne voulez pas vous rendre compte en revenant lundi, si vous n'êtes pas à la ferme la fin de semaine, que votre serre a manqué de chauffage toute la fin de semaine. Fait que vous voulez être averti quand ça arrive pour pouvoir réagir le plus vite possible. Puis l'alerte de contrôleur ici, bien là, s'il y a une panne de courant, s'il y a un problème de connexion, votre contrôleur, votre assistant Orisha sur la ferme, il ne pourra pas communiquer avec vous parce qu'il n'y a pas Internet ou il n'y a pas d'électricité, puis juste quelconque problème. Donc, dans le cas où on se dit, OK, s'il y a un problème, je vais être appelé, il y a certains cas qui fait que vous ne serez pas appelé. Puis cette alerte-là, elle vient compenser cette fausse sécurité-là en disant, nous, Orisha, chez Orisha, au bureau mère, quand on perd le signal, comme ce que je vous disais tantôt, là, de surveillance proactive, quand on perd le signal de vos contrôleurs, ça lève un drapeau, puis il y a un système qui va vous appeler. Vu que ça, on n'a pas le pouvoir là-dessus, il y a un système qui va vous appeler, il va dire « Hey, votre contrôleur, on n'a plus le signal, peut-être tu veux checker qu'est-ce qui se passe pour réagir s'il y a besoin. » On a entendu dans le passé des histoires de panne de courant, des glissements de terrain qui ont coupé les lignes d'Internet. Il peut y avoir toutes sortes de situations qui arrivent. On veut même des gens qui ont débranché le contrôleur pour passer à la balayeuse. On veut être averti le plus vite possible, puis même si le système ne fonctionne pas. Puis ça, c'est une alerte qui est importante. L'enjeu ici, c'est que si vous avez une mauvaise connexion Internet, ça se peut qu'il vous appelle souvent. Moi, mon conseil, vos plantes valent plus que probablement le prix d'une connexion Internet. Il y a plusieurs options disponibles, on peut en discuter si vous voulez, mais les alertes, c'est vraiment important. Ça, c'est des alertes pour n'importe quel système sur la ferme, mais on a aussi les alertes de température et d'humidité du sol que vous pouvez mettre aussi, là. Donc ça, c'est quand même un must si jamais les fournaises, surtout les vieilles fournaises, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la carte mère. En tout cas, fouillez-moi pourquoi. Les jeunes nous disent qu'ils ont beaucoup de problèmes avec leur fournaise. Donc, mettre la température qui vous avertit si ça tombe en dessous de 12 ou si ça monte au-dessus de 35 parce que les toits ont été barrés à cause de la pluie ou du vent, on veut être averti. Puis, pour ce qui est de la fournaise qui a de fonctionner, je profite du moment pour mentionner les thermostats de backup qui est possible de mettre, qui ne coûtent pas cher et qui peut sauver une culture. Bien intéressant. Puis l'humidité du sol, même principe, si ça devient trop sec ou trop humide, on va être alerté s'il y a un problème avec le système d'eau, le système d'irrigation, soit parce qu'il y a une ligne qui a pété ou parce que la pompe ne fonctionne pas. Les tensiomètres peuvent aider à détecter ces problèmes-là. Dernier point, l'update que je vous parlais tantôt. Si vous avez une question, si vous avez une valve qui n'est pas partie, vous demandez pourquoi. On peut aller dans le dépannage, appareil, valve. Puis les problèmes qu'on entend quand les gens nous appellent puis nous parlent de problèmes qui reviennent, on essaie de les écrire là, puis on va continuer de remplir ces documents-là pour vous permettre, là, hors de nos heures d'ouverture, par exemple, ou si vous voulez avoir une réponse rapide, des fois, c'est plus facile d'aller voir soi-même. Donc, vous avez cet outil-là qui est disponible pour vous aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Je vais finir les petites slides qui me restent. Oui, OK. Fait que nouveauté aussi, sur un autre niveau qui n'est pas dans le système, mais plus un nouveau produit. On essaie plusieurs formules, on essaie de s'adapter à ce qu'on reçoit comme feedback. Là, le feedback qu'on recevait, c'était beaucoup les gens qui commencent. Comme on voyait tantôt, les marges ne sont pas grandes sur une serre, puis les investissements, surtout quand on commence, il faut tout s'équiper, ça peut être assez épeurant. Donc, quand on arrive au système d'automatisation, il y en a beaucoup qui se disent « Ah, je vais le faire à la main »
ou je vais m'acheter un petit système pas cher, puis que plus tard, ben, il va falloir jeter pour en acheter un autre. Donc, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait, on nous a demandé beaucoup ça, comment est-ce qu'on pourrait avoir un offre moins cher. Puis on est arrivé avec ce système-là, le kit de démarrage, qui est en fait une version simplifiée d'Orisha, qui gère la température. Il fait juste la gestion de température, puis il y a les alertes de température. Le reste, il ne fait rien de ça. Mais ça vient quand même plus précis qu'un contrôle manuel ou un contrôle avec un outil de base, si on veut. Puis, le point qui est intéressant, c'est que le jour que vous allez vouloir, vous allez dire, OK, ça va bien sur la ferme, je veux m'équiper, je veux m'améliorer, bien, il va juste avoir à payer la différence pour passer au système senior. Fait que qu'est-ce que vous avez déjà payé, vous n'aurez pas besoin de leur payer. Puis là, on a 3 formules pour ça. On essaye 3 formules. J'aimerais bien savoir votre feedback, surtout sur la première qui peut être difficile à mettre en place, mais qui a un intérêt pour dire, OK, moi, je ne veux pas m'engager, je veux pas avoir de coûts upfront pour genre, au niveau cash flow, c'est trop difficile pour moi. Ben ça pourrait être une option qui est intéressante. Fait que selon votre feedback, là, on va voir si ça vaut la peine de l'implémenter. OK, plusieurs formules de prix. Dans le passé, on a sorti un modèle avec abonnement. On a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'aise avec la formule, donc on a changé ça. Maintenant, on n'est pas obligé de prendre l'abonnement. Il y a une version pas d'abonnement. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire ici. Ensuite de ça, des petites promotions rapidement jusqu'à juin pour ce printemps. Notre but, on se demande tout le temps comment on peut amener plus de valeur aux producteurs. Puis des fois, ça nous amène à réévaluer notre modèle de vente puis tout. Puis là, on fait un essai de ce côté-là. Pour Orisha Senior seulement, donc le système complet, le kit de démarrage, nos marges ne sont pas assez grandes pour qu'on puisse se permettre de faire de rabais dessus. Mais pour le système complet, là, ce printemps, on offre 15 % sur l'achat de l'équipement. Puis, on essaie quelque chose de nouveau. On dit, si vous achetez en groupe, puis là, par groupe, je veux dire 2 personnes ou plus, on donne 30 % de rabais aux deux. On double le rabais, dans le fond, pour les 2 ou plus personnes qui achètent. Parlez-en autour de vous si vous avez des collègues qui sont intéressés. Juste nous contacter et vous dire que vous achetez ensemble, puis on vous fait le rabais. Pour un client actuel, on veut aussi, comme je disais tantôt, nos clients qu'on a présentement, on veut qu'ils puissent en profiter, même s'ils ne rachètent pas d'autres serres, ben on donne un rabais de référence. On donne pas un rabais, mais on donne un bonus de référencement à l'achat de la personne référée. Fait que développement en cours et futur. Vous donner une idée avant de rentrer en séance de questions, d'échanges, avoir votre feedback là-dessus. Fait que les plus gros projets, on a ce qui tourne autour des thermopompes. Là, en plus, avec ce qui se passe dans le monde, le prix des énergies fossiles, le prix du gaz augmente en fou. Donc, puis le propane, je pense, dans la nouvelle, j'avais été à 80 cents du litre. Ce qui fait que c'est moins intéressant que l'électricité. Puis en plus, c'est de l'énergie fossile qui n'est pas bonne pour l'environnement. Donc, on travaille beaucoup sur les thermopompes pour convertir le plus possible les systèmes de chauffage dans les serres à l'électricité. Puis, en plus de ça, comme j'en parlais tantôt, les thermopompes ont un potentiel intéressant pour le refroidissement, mais ça va être dur de battre le soleil, mais pour la nuit, ça peut être intéressant dans les périodes de canicule. Puis l'autre point, c'est la déshumidification. Déshumidification, qui est l'humidité dans les serres, qui est un problème qui est vraiment dur à régler. Bien là, avec les thermopompes, il y a moyen d'aller chercher d'avoir un bon impact là-dessus, puis de récupérer la chaleur. Fait qu'au lieu d'ouvrir les toits et de chauffer le dehors, il y a d'autres approches qui peuvent être faites de ce côté-là. Ce qui mène aussi au point de l'injection de CO2 dans les petites serres. Avec des thermopompes, il y a une possibilité de repenser le concept en serre semi-fermée, donc de garder les côtés fermés le plus possible pour être capable d'injecter du CO2 qui va rester dans la serre au lieu de sortir et augmenter quand même significativement les rendements. Ça, c'est un des projets qu'on travaille présentement avec Enerprox qui est bien motivé, là, une entreprise de thermopompes là, à faire des solutions pour les serres. Donc, nous, on veut essayer d'aider le nouveau contrôle, que ce soit simple à implémenter. Deuxième gros projet à long terme, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a encore beaucoup de questions qui restent aux producteurs de trouver. Donc, comme trouver c'est quoi la bonne température, trouver c'est quoi le bon
bon setting d'irrigation. Juste ces deux-là, il y a beaucoup de questions à avoir pour savoir qu'est-ce que la plante a vraiment besoin. Puis, en s'informant sur le côté agronomique, en parlant avec les conseillers, tout ça, on se rend compte qu'il y a 2 points importants qu'on serait capable probablement d'aider avec des suggestions dans l'application, même d'ajuster. Là, on contrôle déjà les appareils, on pourrait peut-être contrôler aussi les cibles de température en fonction d'observations que vous pouvez faire directement du plan. Fait qu'au lieu de devoir dire, OK, mon plan est comme ça veut dire qu'il faut que je change la balance un peu plus, pour que le plan soit plus vigoureux. Donc, ça veut dire que ma température 24 heures, il faut que je change ma température 24 heures. Donc, au lieu d'avoir toutes ces connaissances-là, avoir toutes ces questions-là à répondre, on aimerait ça, inclure ça dans le système. Donc, vous pourriez directement avoir un petit slider comme c'est ici. Je ne suis pas sur le bon écran avec ma souris. Un petit slider comme c'est ici, qui permet d'entrer une observation sur le plan, puis le système pourrait s'adapter pour adapter ses températures, puis même son irrigation pour contrebalancer. Si votre plan est trop fort ou s'il est trop végétatif, le système pourrait comme pousser un petit peu pour le ramener de l'autre sens, ce qui permettrait d'avoir des meilleurs rendements, avoir une réaction plus rapide qu'un conseiller qui passe aux 3 semaines. Pas pour remplacer le conseiller parce qu'il va être utile, c'est sûr, pareil, mais ça viendrait améliorer un peu les conditions dans la serre pour vraiment optimiser la croissance des plants. Projet numéro 3, ça, j'ai rencontré beaucoup de scepticisme à ce niveau-là, puis j'aimerais savoir vos retours là-dessus. Journal de production, c'est un petit prototype qui a été fait il y a quelques mois pour essayer d'aider à avoir un carcan dans lequel on peut, un plan de travail, une forme de travail dans lequel on peut prendre des notes de se dire, OK, en 5 minutes, je vais dans ma serre, je rentre les informations. Autant plus pour les rendements ici, là, pour être capable de voir comment mes plans progressent, pour aider les conseillers agronomiques à prendre des bonnes mesures, potentiellement pour aider directement le système à ajuster ses cibles, puis aussi pour faire un suivi de la rentabilité de l'opération, puis savoir qu'est-ce qui a impacté quoi. Donc, le but avec ça, ce serait de faire un outil qui fait que c'est facile de rentrer les données sur son téléphone, pas besoin de les écrire sur une feuille, puis de les ramener plus tard sur l'ordi dans un document Excel, puis de ne pas avoir à se questionner c'est quoi qui est important, qu'est-ce qu'il faut que je le fasse. Puis, pour certains points, même, on peut laisser le système rentrer les dépenses, par exemple, pour les dépenses de chauffage. Donc, un outil de suivi de rentabilité et de suivi agronomique des rendements. C'est un outil qu'on pensait développer, puis selon le feedback qu'on reçoit de votre part, est-ce que c'est quelque chose qui serait utile pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous prendriez le temps de remplir pour avoir plus d'informations pour améliorer la quantité de légumes par heure travaillée? Je serais bien intéressé d'avoir vos retours là-dessus. Ici, des petites idées pour finir. Là. Nouveau boîtier pour faciliter l'installation, c'est déjà quelque chose qu'on fait, sur lequel on travaille. Culture d'hiver. Le contrôle culture d'hiver, il y a eu un super bon webinaire de Jacques Thériault de Climax il y a 2 semaines, je pense, sur la culture d'hiver. De ce côté-là, il y a des développements qu'on pourrait faire pour simplifier le contrôle de l'humidité et de la température l'hiver. Si c'est quelque chose qui y a beaucoup de monde qui sont intéressés. La gestion de CO2, un peu comme j'ai parlé tantôt, les toiles thermiques qui nous ont été demandées aussi. Puis, utiliser le pyronomètre pour ajuster les cibles de température, la bonne température là, selon la luminosité dans la serre. Fait que des petites idées comme ça, j'ai fini là-dessus, 1h28, pas pire.